Alors du coup dans cette vidéo on va un peu parler des phénomènes de groupe selon Bion et on va commencer un peu par une introduction pour parler de qui est Bion et ses travaux de recherche. Donc Wilfried Bion de 1897 à 1979. Donc il a plusieurs œuvres complètes dont en 1961, le premier ouvrage de référence c'est Experiences in Groups, et notamment sur la recherche sur les petits groupes. En 1974, il y a eu l'attention à l'interprétation, et en 1979, aux sources de l'expérience. Donc ça, c'est un peu les œuvres de référence, les ouvrages de référence. Et donc ce qui est spécifique dans la théorie de Bion, c'est qu'à la différence de beaucoup de théoriciens psychanalytiques, son approche part de l'expérience pour aller vers la théorisation. Et il est en effet parti de son expérience autour des petits groupes pour construire sa théorie. Donc en fait on peut un peu parler de démarche empirique. Ensuite, il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits par Bion lui-même. Et il y a eu justement un article, Les forces émotionnelles des groupes selon Bion. Bref. Voilà, donc la psychanalyse a surtout travaillé sur les affects plus que sur l'émotion, donc c'est-à-dire sur les ressentis. Et en fait, ce fut au contraire l'un des objets d'étude de Bion au sein des petits groupes, donc l'émotion. Donc concernant un peu sa biographie, une petite enfance en Inde, donc il naît le 8 septembre 1897 à Mathura, au nord de l'Inde. Il y vivra jusqu'à ses 8 ans. À cette époque, l'Inde est une colonie anglaise. Ses parents et ses grands-parents étaient de hauts fonctionnaires anglais coloniaux. Donc son père était responsable des services d'irrigation. Sa famille est une famille anglaise traditionnelle, d'éducation protestante et plutôt rigide. Et donc comme beaucoup de colons, anglais, la famille fait appel à des gouvernantes. Bion n'a pas été élevé par ses parents, mais par une nourrice hindoue, donc une aya. Dans son éducation, il y a une forte influence de sa nourrice dans les premières années, et du coup il parle d'elle dans son autobiographie comme de quelqu'un de plus important que ses propres parents. Du coup là on peut voir l'influence interculturelle, à la fois occidentale mais surtout orientale. Donc qu'est-ce que cela a laissé dans sa théorie? Donc cette imprégnation de la culture orientale dans sa petite enfance s'est manifestée dans sa manière de concevoir le groupe. Donc ça lui permet de renouveler la pensée psychanalytique, notamment en dépassant le rapport binaire amour-haine et en dépassant le principe de plaisir et le principe de réalité. Bion apporte une dimension ternaire, donc une troisième dimension, en développement, la notion de pulsion épistémophilique. Et donc la pulsion épistémophilique, c'est le désir de connaissance. C'est-à-dire que Bion va chercher à sortir de la dimension imaginaire du groupe pour étudier son aspect concret. Et donc on retrouve aussi l'influence orientale dans la manière dont Bion tente d'atténuer l'écart entre la dimension rationnelle consciente et la dimension affective, inconsciente et spirituelle. Donc il cherche à déconstruire les catégories binaires, et donc il y a une ouverture, une sortie de la pensée dominante de la psychanalyse des années 1950. Donc l'enfance et l'adolescence dans un pensionnat en Angleterre, donc à partir de 1905 jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc comme beaucoup d'enfants de colons, les parents de Bion l'envoient en Angleterre à l'âge de 8 ans, le séparant de son milieu familial. Bion va vivre tout le reste de son enfance et de son adolescence en pensionnat en Angleterre. Donc dans son œuvre autobiographique, il dira que c'était une période lugubre, abominable et horrible. Donc The Long Weekend, il décrit ses camarades qui pouvaient rentrer chez eux le week-end tandis que lui restait seul au pensionnat. Donc là-bas, la discipline scolaire est très importante. Il décrira des états un peu dépressifs lors de cette époque. Pour compenser ses carences affectives et l'éloignement de ses parents, Bion va investir beaucoup de sport, donc c'est un peu une forme de résilience, et notamment le rugby et la natation. Cela l'amènera à réfléchir sur la construction du leadership, à comment on construit une influence sur un groupe. Donc, par exemple, il fut capitaine de l'équipe de rugby. Une jeunesse marquée par le vécu de la guerre. Donc Bion s'engage militairement en janvier 1916, grâce aux relations de son père, dans le régiment des blindés anglais. Son expérience de la guerre le marquera beaucoup. Il en parlera beaucoup dans ses œuvres autobiographiques. Donc il écrit notamment « Je suis mort le 8 août 1918 » dans The Long Weekend, publié, je crois que c'est publié en 1982. Ce qui est assez bizarre, parce que dans mon texte... Bref. Et donc cette expérience de la guerre lui servira aussi dans son travail de théorisation. Donc le 8 août 1918 se produit ce qu'il décrit comme une expérience ultime. On est à quelques mois de la fin de la guerre. Et donc Bion est au front et va mourir tous ses camarades de régiment.
Et du coup, il décrit dans The Long Weekend de manière poignante la mort de son meilleur ami juste à côté de lui, qui a été touché mortellement par un éclat d'obus. Et donc, il reviendra sur cette expérience à de nombreuses reprises. Cette expérience lui permettra à force d'élaborer et de développer sa théorie et de dépasser certaines angoisses liées à ce trauma. Et donc, décoré, Bion garde néanmoins beaucoup de ressentiment par rapport à la hiérarchie militaire. Les chefs envoyés au front, les hommes sans protection et sans réelle formation. Donc c'était un peu une boucherie. Ce ressentiment sera également important pour quand il mettra en place ses recherches sur la Première Guerre mondiale. Donc cela l'aidera à construire des modèles d'intervention permettant de détourner le poids de la hiérarchie. Et donc, ce ressentiment est en lien avec ses valeurs, son exigence de vérité qu'il réclame autour de l'histoire de la Première Guerre mondiale. Donc ces décorations, il va les refuser en raison de sa culpabilité et de son ressentiment. Et donc sa jeunesse est marquée par les atrocités de la guerre qui lui ont permis de mettre en parallèle deux idées différentes. D'un côté, le besoin de fuir le vécu inintégrable en régressant, donc en lien avec ses vécus traumatiques. Donc il y a l'idée de fuir et de revenir un peu à l'état d'enfant. Et il y a aussi la nécessité d'élaborer pour dépasser ces traumatismes, donc la fonction alpha. Et en fait, il y a une recherche d'équilibre entre la nécessité de fuir et celle d'élaborer pour aller vers la résilience. Donc en fait, d'un côté, et ça, même quand on est confronté à des évolutions brusques dans notre vie, il y a le côté où on a envie de fuir les choses et de les laisser de côté et de revenir à l'état de régresser et de se dire non, c'est pas important. Et il y a une autre volonté aussi, c'est celle d'élaborer pour passer au-dessus. Mais en fait, c'est ce passage, cet équilibre qui est compliqué à atteindre et qui est dur à affronter. Ensuite, donc concernant ses études et sa vie professionnelle. Donc Bion commence des études d'art, d'éthologie, de littérature française. Donc de retour en Angleterre, il se lance en 1924 dans des études de médecine à l'université de Londres. Il suit un cursus de médecine puis de psychiatrie et devient psychiatre au début des années 30. Il intègre la Tavistock Clinic de Londres en 1932 en tant que psychiatre. À l'époque, c'est l'institut le plus réputé de Londres. Et donc beaucoup de psychanalystes anglais y développent des approches théoriques et des thérapies. Et donc, Bion y fait la connaissance de John Rickman, qui est l'un des psychanalystes anglais les plus réputés, faisant partie de la Société anglaise de psychanalyse. Donc Rickman ne s'intéresse pas qu'à la psychanalyse, mais a aussi étudié l'éthologie et la sociologie. Et du coup, il y a de nouvelles portes, et ça permet de dépasser la théorie freudienne. Donc Rickman devient le psychanalyste, mais aussi l'ami de Bion, et cette amitié est d'autant plus forte que la Deuxième Guerre mondiale arrivant en 1939, Rickman est sollicité pour une mission de psychiatre militaire au Northfield Military Hospital pour s'occuper des soldats traumatisés. Et donc il va demander à Bion d'être son assistant dans cette mission. Et c'est à ce moment-là que Rickman et Bion vont s'interroger sur la manière d'accompagner les traumatisés de guerre. Et en fait, ils vont réaliser que la cure individuelle est impossible à mettre en place. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont instaurer un dispositif collectif. Et du coup, c'est un peu une élaboration de la méthode pour permettre une technique créative de groupe sans leader. Donc l'objectif, c'est technique créative. Donc la méthode s'appelle technique créative de groupe sans leader. Donc ça permet au groupe d'élaborer sans qu'il y ait un leader. Et donc l'idée de ce dispositif, c'est l'absence de cadre et de discipline spécifique pour les militaires traumatisés. Ce qui est important dans le dispositif, c'est un temps obligatoire de réunion où l'on échange sur les relations entre les personnes, la manière dont on gère les conflits, et donc la régulation du groupe. Tout le reste du temps, les militaires sont laissés dans des activités libres de groupe par adhésion libre. Et donc, ce cadre souple, dans une attitude non interventionniste, permet de déterminer et de construire toute la théorisation de Bion. Donc en fait, certains éléments vont s'inspirer de la cure individuelle, par exemple l'association libre dans l'expression, l'obligation morale de venir, la restitution des affects, de ce que l'on pense de la situation. Ce qu'il y a de spécifique en revanche dans la dimension collective, c'est le fait qu'il y ait une observation, donc participante, subjective et réceptive. C'est-à-dire on demande au sujet d'exprimer ce qu'il se passe pour eux dans le groupe. Il ne s'agit pas de parler de soi, mais de l'expérience partagée du groupe. C'est-à-dire on ne va pas dire moi je sens ça, mais moi par rapport au groupe comment je me sens. Et donc l'importance de partager émotionnellement son expérience de groupe est fondamentale, car c'est une méthode qui est centrée sur l'expérience émotionnelle du groupe. Et c'est l'ici et maintenant, dans le groupe, l'expérience émotionnelle partagée qui est analysée. Et donc, cette expérience prendra fin rapidement sur décision hiérarchique qui ne tolère pas cette absence de cadre. Elle sera reprise ultérieurement par Fuchs, et cela permettra néanmoins à Bion, malgré la courte durée de l'expérience, de développer sa théorie. Et du coup, Bion s'intéresse à la question fondamentale de l'articulation entre l'individu
et le groupe. Donc ça c'était donc pour finir justement avec cette technique créative de groupe sans leader, c'est qu'il va y avoir un temps où les individus vont être obligés de se réunir, mais il n'y a pas de cadre spécifique sur comment doit se dérouler la chose, et ensuite à part à ce moment précis, le groupe va faire des activités libres, et du coup l'objectif c'est justement de partager une expérience émotionnelle pour permettre justement un lien entre l'individu et le groupe. Donc c'est tout pour cette partie concernant un peu la biographie de Bion, et on va passer un peu à ses premières conceptualisations et recherches.